Donc, Paola, à vous la parole pour la présentation de ce mémoire. Merci beaucoup, monsieur. Oups. J'ai juste poussé ça. Donc, merci beaucoup pour cette introduction. Merci à tous d'être présents pour ma soutenance de thèse sur l'apport de l'ADN ancien dans l'étude de l'émergence et de l'évolution d'agents pathogènes de culture, donc, que j'ai réalisé sous la direction de Nathalie Becker du Muséum et de Lionel Gagnevin et Adrien Rieux du CIRAD. Donc, pour commencer, je vais présenter donc le plan que je vais suivre qui se trouve en haut du bandeau, donc que je vais suivre pendant cette présentation. Tout d'abord, je vais commencer donc par introduire différentes définitions et concepts qui sont nécessaires à la thématique de ma thèse. Puis je présenterai ensuite les objectifs de la thèse qui seront suivis de 3 chapitres de résultats et d'une discussion plus générale. Donc, tout d'abord, les micro-organismes de pathogènes de culture sont des virus, des bactéries et des champignons. Par exemple, ils posent problème aux sociétés humaines pour différentes raisons. Tout d'abord, puisqu'ils menacent la production et la sécurité alimentaire. Ensuite, parce que la gestion des maladies a un coût, que les moyens de lutte utilisés sont souvent chimiques et entraînent des perturbations importantes de l'environnement et de la santé publique. Et ensuite, que les pratiques de prévention qui passent par l'amélioration variétale et le déploiement de pratiques agricoles représentent des projets qui sont souvent coûteux. Afin d'optimiser la lutte contre les maladies de culture, donc représentées par les 3 derniers violets que je viens de vous présenter, il est nécessaire d'avoir donc une bonne compréhension du pathogène et des mécanismes sous-jacents liés à son émergence, à son adaptation à une gamme d'hôtes et sa diffusion. L'émergence d'agents pathogènes a pu être associée à l'agriculture et la domestication des plantes qui seraient apparues à de multiples reprises entre 10 et 13 000 ans. Pour répondre à ces besoins, l'homme a alors façonné le paysage en créant des agroécosystèmes et en sélectionnant donc des plantes, mais également leurs organismes associés, comme les pathogènes. Il a développé alors des conditions de culture avec une homogénéisation du paysage et de l'environnement, une augmentation de la densité et de l'homogénéité génétique des plants et une facilitation du transport d'inoculums. Et tout ça sont des conditions qui sont donc favorables à l'émergence et l'évolution de pathogènes de culture. Ensuite, les conditions de ces derniers siècles sont d'autant plus favorables avec la mondialisation, l'intensification des transports de marchandises et d'hommes, et ensuite le dérèglement climatique. Il est donc important d'étudier les pathogènes de culture, ce qui peut être réalisé en épidémiologie, qui se définit donc comme l'étude de la fréquence et de la distribution spatio-temporelle des maladies dans le but de mieux comprendre les facteurs de risque qui sont donc impliqués dans leur propagation et de proposer des méthodes de gestion qui sont adaptées. L'épidémiologie moléculaire est une amélioration récente de l'épidémiologie dite classique grâce à l'utilisation d'outils de biologie moléculaire qui permettent donc d'identifier génétiquement l'agent causatif, d'étudier les déterminants génétiques de la virulence, mais également de faire de la détection et du suivi spatio-temporel du pathogène. Et cela est d'autant plus facilité avec l'avènement des technologies de séquençage haut débit, puisque cela permet de faire un suivi en temps réel, comme ce qu'on a aujourd'hui avec la pandémie de Covid. Il existe une grande diversité de méthodes pour faire de l'épidémiologie moléculaire, mais dans ma thèse, je me suis principalement intéressée à la phylogénie qui utilise des caractères héritables. La phylogénie, qui est donc enracinée par un autre groupe, permet de reconstruire le cours historique et les relations de parenté des individus qui se trouvent aux feuilles de l'arbre, on les appelle aussi les feuilles, et ils sont reliés entre eux par des nœuds internes qu'on appelle également ancêtres communs hypothétiques. Grâce au développement récent de méthodes permettant l'utilisation de métadonnées, en plus de données de séquençage, il est possible d'inférer l'hôte d'origine, la chaîne de transmission, mais également la zone géographique d'origine d'un pathogène, mais également de dater des événements importants, comme le début de l'épidémie, selon des méthodes sur lesquelles je reviendrai plus tard. Ensuite, bien qu'informative, la plupart des études d'épidémiologie utilisent uniquement un échantillonnage moderne, et elles peuvent donc être limitées dans le temps. Aujourd'hui, il est possible d'ajouter une composante temporelle robuste à ce type d'études en utilisant des échantillons anciens, issus de fouilles paléontologiques ou archéologiques, ou des échantillons historiques issus de collections naturalistes, qui peuvent fournir de l'ADN ancien.
Et donc, l'ADN ancien, qu'est-ce que c'est? C'est un ADN issu de matériel mort, comme par exemple des restes osseux, des tissus momifiés ou encore des plantes séchées. Et donc, l'étude de l'ADN ancien est appelée paléogénétique. Elle a débuté dans les années 80 avec le séquençage de quelques centaines de paires de bases d'un quagga qui était éteint depuis plus d'un siècle à l'époque du séquençage. Depuis, la paléogénétique et la technologie ont bien progressé avec donc l'obtention du premier génome complet de Néandertal en 2010, celui du premier micro-organisme avec la peste pour un individu vieux de 7 siècles. Et on a aujourd'hui l'ADN ancien le plus vieux qui appartient au génome d'un mammouth qui a été publié cette année et qui est âgé de 1,2 million d'années. Dans notre étude, nous pensons que ce type d'ADN ancien peut grandement améliorer la compréhension et la gestion des épidémies actuelles. Et cela pour différentes raisons. Donc, tout d'abord, les plantes et leurs maladies. Pour les plantes et leurs maladies, donc les échantillons historiques proviennent d'herbiers, comme ce qu'on a juste à côté. Et donc, les échantillons historiques peuvent présenter des symptômes, comme ce que vous pouvez avoir ici. C'est alors une trace directe du pathogène, donc liée à l'occurrence du pathogène, sur un hôte, à une date et à un lieu donné qui sont renseignés lors de la mise en collection. Cependant, donc, cette trace doit être authentifiée, et cela par des marqueurs moléculaires. Et donc, l'ADN doit être exploitable pour faire ce genre d'authentification. Mais si en plus l'ADN est séquençable, alors on peut faire de la génomique comparative. Et donc, on peut aller étudier l'évolution des génomes au cours du temps, que ce soit au niveau de l'architecture génomique, au niveau des SNP ou encore des facteurs de virulence. Enfin, avec ces ADN, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut faire des phylogénies. Et donc, retracer les relations de parenté entre individus modernes, que vous pouvez avoir là en blanc, ou anciens. On peut donc avoir des individus anciens qui s'embranchent au sein d'une lignée moderne, mais également à sa base sans homologue moderne, formant ainsi une lignée éteinte. Ensuite, les ADN anciens permettent d'augmenter la taille, donc la fenêtre de l'échantillonnage, qui est représentée par cette flèche en rouge, qui est importante pour augmenter la fenêtre de taille, la fenêtre de temps dans laquelle il est possible de réaliser des inférences de datation de la phylogénie, donc qui est représentée par cette flèche en bleu, et qui consiste en des calculs de taux de substitution ou de date de divergence des lignées. Et cela est très important pour nous permettre d'estimer des événements importants comme l'émergence du pathogène, qui se situe donc entre son point d'origine, donc le moment où il a divergé avec ses plus proches parents, et son point de diversification, le moment où il s'est diversifié en ces plusieurs lignées. Donc, par rapport aux inférences de datation d'une phylogénie, elles correspondent donc à la calibration temporelle, qui consiste donc à convertir une divergence moléculaire en temps absolu. Et il est possible de le faire donc selon 3 types de calibration. Tout d'abord, la calibration dite en rate dating consiste à l'utilisation d'un taux de substitution pour calibrer donc l'arbre. Elle nécessite de connaître le taux de substitution pour le modèle biologique, ce qui est rarement le cas, et elle fait l'hypothèse forte que le taux qu'on utilise est représentatif du modèle biologique, et ce, sur l'échelle de temps de la phylogénie. La calibration par node dating consiste à faire l'association de dates d'événements biogéographiques ou géologiques à un ou plusieurs nœuds internes de la phylogénie, mais cependant, elle est rarement applicable aux micro-organismes. Pour finir, la calibration par type dating utilise la date connue d'échantillon de l'échantillonnage avec donc une méthode plus directe que les 2 autres méthodes de calibration dont je vous ai parlé, mais elle nécessite un signal temporel. Et donc, ce signal temporel peut être testé de différentes manières. Tout d'abord, en réalisant, à partir d'un alignement de séquences qui sont datées, une phylogénie qui est non contrainte par rapport au temps, et en faisant donc une corrélation linéaire de la distance des individus, donc des feuilles, par rapport à leurs racines, donc l'ancêtre commun le plus proche, le plus récent, et cela donc par rapport à la date d'échantillonnage des individus. Et donc, si une corrélation linéaire positive existe, il y a du signal temporel. Une deuxième méthode consiste à compiler un jeu de données dont les dates des séquences ont été randomisées. Et donc, en faisant une analyse et en vérifiant qu'il n'y a pas de superposition entre l'estimation de taux ou de date du jeu de données réel par rapport au jeu de données dont les dates ont été randomisées. Troisièmement, donc en comparant les supports de modèles statistiques qui prennent en compte ou non la date des individus. Et donc, ce support doit être meilleur quand on prend en compte la date dans le modèle par rapport à lorsque l'on ne le prend pas.
De la même façon, ensuite, qu'on peut inférer une date au nœud, il est aussi possible de reconstituer des états aux ancêtres. Donc, par une méthode qui est similaire à ce que je viens de vous présenter en type dating. Et donc, en utilisant les états de caractère des individus, on peut reconstituer les états de caractère aux ancêtres, et cela pour des caractères comme la localité, par exemple. Cette reconstruction nécessite cependant un signal phylogénétique qui, dans cet exemple de géographie, consiste en une association entre la structure phylogénétique et la structure géographique, ce qu'on appelle de la phylogéographie. Plusieurs méthodes existent pour faire de la phylogéographie, certaines plus sensibles que d'autres à l'échantillonnage. Pour revenir à l'intérêt de l'ADN ancien, malgré donc, ces intérêts pour l'utilisation de ce type d'échantillons historiques, il existe des défis majeurs, puisque les échantillons d'herbiers sont précieux et que les symptômes sont finalement rares. Ensuite, parce que suite à la mort de l'individu, l'ADN va se dégrader. Il est trouvé en faible quantité et fragmenté. La fragmentation de l'ADN peut s'expliquer en partie par la dépurination, qui consiste donc aux pertes des bases purine, adénine et guanine, et suivie ensuite par la cassure du squelette de l'ADN et l'apparition d'extrémités simples brins sur le squelette de l'ADN. Et en plus, à ces extrémités simples brins, il y a un autre type de dégradation moléculaire qui apparaît, qui est donc de la désamination des bases cytosines qui apparaissent alors en base uracile. Ces différentes caractéristiques moléculaires doivent donc être prises en compte dans une méthodologie au laboratoire et en bioinformatique qui doit être spécifique aux ADN anciens. Malgré ces différentes contraintes, les ressources historiques présentes dans les herbiers ont pu être utilisées dans l'étude emblématique de Phytophthora infestans, qui est donc l'oomycète responsable du milieu de la pomme de terre, puisque le séquençage d'échantillons d'herbiers a permis d'identifier et de caractériser la lignée ayant déclenché la grande famine irlandaise et l'épidémie européenne du milieu du 19e siècle. Et donc l'étude de Yoshida et collègues de 2013, en utilisant des données génomiques plus résolutives et des échantillons historiques, a permis donc, de reconstruire l'évolution passée de Phytophthora infestans, et cela en améliorant les scénarios évolutifs lorsque les études ne prenaient pas en compte d'échantillons historiques, ou s'ils les prenaient en compte, alors les marqueurs moléculaires n'étaient pas suffisamment résolutifs. Au cours de cette thèse, nous nous sommes, intéressés au pathosystème Citrus Xanthomonas citri pathovar citri, que pour le suite de la présentation, j'appellerai XCI, qui est donc XCI est responsable du chancre asiatique des agrumes, qui, comme son nom l'indique, menace les agrumes, qui est la première production fruitière au monde, et ce, dans la plupart des zones productrices subtropicales. Les autres, donc les agrumes du genre Citrus, sont originaires d'Asie, comme le serait le pathogène, ce qui est étayé, par des observations, par les premières observations de la maladie au champ qui ont été faites au Japon à la fin du 19e siècle, ensuite par la présence de spécimens d'herbiers symptomatiques provenant d'Inde et d'Indonésie qui datent de 1827-1844, et pour finir, par la diversité génétique des lignées évolutives de XCI provenant d'Asie qui sont plus importantes que celles d'autres localités. XCI comprend 3 lignées évolutives qui sont déterminées selon leur gamme d'hôtes et leur diversité génétique qu'on appelle des pathotypes. Il existe donc le pathotype A, A étoile et AW. XCI comprend un chromosome circulaire et un à plusieurs plasmides pouvant porter des facteurs de virulence. J'ai fini un peu avec cette partie de contextualisation. Les objectifs de la thèse ont été, en prenant XCI comme modèle biologique, dans un premier temps de chercher quelle était la méthodologie adéquate qui nous permettrait donc d'obtenir et de reconstruire des données génomiques à partir de nos échantillons d'herbiers. Ensuite, dans un second temps, nous avons essayé de savoir s'il était possible de reconstruire l'histoire de XCI à l'échelle d'une émergence, donc à échelle locale, et si oui, quelle était la contribution d'échantillons historiques. Et enfin, on a essayé de réaliser cela à une échelle mondiale pour une reconstruction d'une histoire plus globale et plus profonde. Chacun des différents objectifs fait l'objet d'un chapitre durant cette présentation. Et donc, pour commencer sur cette première partie de méthodologie, nous avons voulu répondre aux questions: quelle est la méthodologie au laboratoire et en bioinformatique qui sont adaptées à nos échantillons,
Ensuite, nous avons voulu savoir s'il était possible de reconstruire le génome de XCI et si oui, en quelle proportion. Et enfin, nous avons voulu savoir quelle était la composition taxonomique de nos ADN, savoir ensuite s'ils étaient dégradés et pour finir, s'il y avait des facteurs qui pouvaient influencer la dégradation de nos ADN dans nos échantillons de citrus. Donc, pour répondre à ces questions, j'ai manipulé deux types de matériel de départ. Tout d'abord, le matériel de départ historique. Nous avons donc prospecté des herbiers pour rechercher des spécimens de citrus, comme vous avez ici sur planche, pour identifier des symptômes de chancre asiatique des agrumes que vous pouvez avoir là dans les encadrés. Pour comparaison, durant la thèse, j'ai aussi manipulé du matériel génétique moderne, qui est donc représenté par des cultures fraîches de XCI qui sont obtenues depuis échantillons prélevés au champ ou depuis souches lyophilisées. Pour revenir donc sur nos échantillons historiques, qu'est-ce qu'on fait avec? Donc, au départ, on prélève et on broie un ensemble de lésions foliaires et on réalise une extraction ADN au cétable. Ensuite, ces extraits ADN sont convertis en librairie, ce qui consiste à adapter et indexer les fragments ADN pour que cela permette ensuite le séquençage et l'identification qui est bioinformatique. Au début de la thèse, la construction des librairies et le séquençage étaient sous-traités. Et le protocole de construction des librairies, TrueSeq Nano, bien que modifié, n'était pas spécifique aux ADN anciens. La première chose donc, que nous avons cherché à faire durant la thèse a été d'optimiser la manipulation de nos échantillons au laboratoire avec, donc, pour commencer, la purification de nos extraits ADN sur billes magnétiques, puis l'application d'un protocole qui a été publié en 2018 et qui est donc spécifique aux ADN anciens, le protocole BEST. En tout, depuis 38 extraits d'ADN d'échantillons choisis selon leur âge et leur localité, 22 ont pu être convertis en librairie et parmi ces 22 librairies, 13 étaient positives à XCI, 7 provenant du protocole BEST, du protocole TrueSeq Nano et 6 du protocole BEST. Donc, les données de séquençage qui sont produites, qu'on appelle également lecture, rentrent dans notre pipeline bioinformatique que nous avons donc optimisé au cours de la thèse, où on cherche tout d'abord à assigner taxonomiquement ces lectures. Et on réalise cela selon un alignement des lectures sur séquences de référence, comme peuvent l'être les séquences de XCI ou encore de la plante. Suite à l'assignation de nos lectures, on recherche à authentifier la nature historique de nos ADN en mesurant les dégradations liées à la fragmentation et à la désamination dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ensuite, ces dégradations sont prises en compte lors de l'appel de sites variables pour ne sélectionner que des SNP de haute qualité qui servent ensuite à construire un alignement des séquences des individus qui est ensuite utilisé pour reconstruire une phylogénie et donc retracer les relations de parenté entre l'ensemble de nos individus. Et donc cette phylogénie nous sert ensuite à faire des tests pour des inférences phylogénétiques plus poussées. Donc maintenant que j'ai présenté ce pipeline, revenons sur cette première étape d'assignation taxonomique des lectures, ici pour un échantillon de 1937 provenant de Maurice. Cette assignation a permis d'identifier 1,2% d'ADN endogène de XCI, c'est donc de l'ADN qui est contenu dans les tissus à la base, ainsi donc que 21% d'ADN endogène de l'implante. Jusqu'ici, c'est plutôt attendu puisqu'on part de lésions de chancre sur feuille. Cependant, on trouve également de l'ADN humain en quantité non négligeable, donc provenant vraisemblablement de la manipulation au cours du temps. Un microbiote qui est ensuite majoritairement bactérien a été identifié, dont certains genres ont été identifiés comme faisant partie du corps microbiote des agrumes. Pour finir, la majorité des lectures n'a pas été assignée, mais c'est un résultat en fait qui est classiquement observé en paléogénétique. De manière plus globale, pour nos 13 librairies positives AXCI, donc datant de 1845 à 1974, et principalement issues d'Asie, donc je le répète, la zone d'origine présumée de XCI, donc présente une proportion d'ADN de XCI variable, mais qui a permis de reconstruire la séquence du chromosome presque entièrement. Et cela pour une profondeur, un nombre de lectures par position qui est très satisfaisante. Et on a réussi à faire cela donc, à partir de lectures en moyenne de petite taille qui présentent de la désamination
à leur extrémité. Ces différentes valeurs sont compatibles avec ce qui existe sur Phytophthora infestans pour des échantillons datant du 19e siècle. Mais qu'en est-il donc des patrons de mesure de la dégradation et pas seulement de ces mesures récapitulatives? Donc, nous sommes allés regarder un petit peu plus avant les patrons de dégradation de la fragmentation, donc qui se mesure par la distribution de la longueur des fragments d'ADN, et celui de désamination, donc qui se mesure par le pourcentage de désamination selon la position dans le fragment. Et nous avons donc des ADN issus du protocole TrueSeq Nano en vert, ceux du protocole BEST en bleu, et ceux des ADN modernes en rouge. On observe ainsi que les échantillons d'herbiers présentent des ADN de petite taille, en moyenne donc 62 paires de bases, qui sont désaminés à leur extrémité, contrairement aux ADN modernes. Et donc, cela nous permet d'authentifier la nature historique de nos échantillons et nos génomes XCI donc reconstruits. Cependant, il semble y avoir de la variation au sein de nos échantillons historiques. Est-ce qu'il y a donc des facteurs qui pourraient structurer cette variation, cette mesure de la dégradation? Pour tester cela, nous avons donc réalisé des analyses statistiques. Donc, premièrement, pour la fragmentation, par une analyse factorielle des correspondances, nous avons pu mettre en évidence un effet significatif du protocole sur la mesure de la taille des fragments, avec les ADN des individus provenant du protocole TrueSeq Nano présentant significativement plus de fragments de petite taille comparés à ceux obtenus avec le protocole BEST. Pour la désamination, nous avons réalisé des analyses de type modèle linéaire généralisé et nous avons trouvé un effet significatif du protocole, mais également de l'âge sur la mesure de la désamination, avec donc des ADN provenant d'individus issus du protocole TrueSeq Nano présentant significativement plus des fragments désaminés à leur extrémité par rapport à ceux obtenus avec le protocole BEST et les ADN provenant d'échantillons plus anciens qui sont plus désaminés à leur extrémité par rapport aux échantillons plus récents. Donc, un peu pour résumer cette partie. Grâce aux optimisations au laboratoire et en bioinformatique, prenant en compte la désamination des ADN, j'ai pu reconstruire la séquence du chromosome et de la séquence des génomes historiques de XCI quasi complet. Nous avons observé donc une composition taxonomique multiple des ADN en présence au moins pour un échantillon d'herbier et nous avons pu authentifier la nature historique de nos génomes XCI. Enfin, nous avons pu mettre en évidence un effet significatif du protocole sur la mesure de la taille et de la désamination, et cela grâce à une méthode statistique basée sur le décompte de lecture porteuse de l'information qui est robuste dès un échantillonnage réduit, puisqu'on est capable d'observer un lien significatif entre l'âge et la désamination, et cela dès les 6 échantillons issus du protocole BEST. Donc, suite à l'authentification des 13 génomes historiques XCI, on peut désormais réaliser d'autres types d'analyses avec ces échantillons. Je vais donc passer au chapitre sur l'histoire locale. Dans ce chapitre, l'objectif était de reconstruire l'histoire d'une émergence à l'échelle des îles du sud-ouest de l'océan Indien, que je vais appeler SOOI. Récemment, l'émergence a fait l'objet d'une publication sur données modernes qui, par calibration partibétique, a pu dater une émergence de XCI dans le SOOI au milieu du XVIIIe ou du XIXe siècle. Cependant, sans zones d'entrée qui ont été identifiées. En nous basant donc sur cette étude de Richard et collègues de 2020, et en utilisant un génome historique, nous avons voulu répondre aux questions: y a-t-il de une évolution du contenu en gènes au cours de cette émergence? Peut-on savoir par où, quand et comment XCI est arrivé dans les îles du SOOI? Et y a-t-il un apport du génome historique utilisé dans les inférences phylogénétiques? Le chancre asiatique des agrumes a été détecté pour la première fois dans la zone en 1917 et à Maurice. Aujourd'hui, la maladie est largement répandue dans la zone. Pour répondre à nos questions, nous avons utilisé donc, un génome historique, le plus ancien de la zone, donc datant de 1937 et issu de Maurice, ainsi que 116 génomes modernes.
Donc, nous avons reconstruit le génome historique de cet échantillon. Comme je vous ai parlé tout à l'heure du chromosome, il y a également 2 plasmides. Et donc, vous avez ici des profils de visualisation de la profondeur des séquences. Et donc, vous avez en bleu les zones qui sont couvertes, du plus clair vers le plus foncé pour marquer l'augmentation de la profondeur. Et en rouge, vous avez les zones non couvertes. Les zones non couvertes sur les plasmides correspondent aux gènes des TAL qui sont impliqués dans l'apparition de symptômes. Nous avons été extrêmement surpris de ce résultat puisque normalement, nous partons de symptômes sur feuille et donc on s'attend à avoir ces gènes qui sont présents dans les génomes. Les gènes TAL, dont vous avez ici la structure représentée, est constituée de 3 régions avec une région centrale comprenant de nombreuses répétitions. Pour comprendre comment les gènes TAL pouvaient être absents dans le génome historique, nous avons utilisé une autre méthode d'alignement des lectures selon donc, les 3 régions du gène. Et finalement, en fait, on retrouve ces régions, puisque vous avez ici les profils de profondeur sur ces régions. Donc, les gènes TAL, bien que précédemment identifiés comme absents, sont bien présents dans notre génome historique, et cette absence apparente était due à un biais de la méthode. Et donc, les gènes TAL, comme le reste des effecteurs qui sont associés à la pathogénie, sont présents dans le génome historique, qui finalement présentent un contenu en gènes qui est homologue, qui est comparable aux homologues modernes. Le génome historique, qui est donc encadré en vert, a été intégré dans la phylogénie avec les 116 génomes modernes et on obtient donc cet arbre avec en rouge et en orange et en rose les génomes provenant de Maurice et de Rodrigue, en orange ceux provenant de l'île de la Réunion. Vous avez en magenta et en violet les génomes provenant des Comores et de Mayotte. Et donc, dans cet arbre, on a une structure géographique avec, de manière intéressante, le génome historique qui se branche à la base du clade. Ce qui ferait donc de ce génome historique le génome d'un proche parent de la population ancestrale qui serait donc arrivée en premier dans la zone. Au sein donc de cette émergence, on a 3 lignées évolutives où des individus de Maurice sont systématiquement présents. La position du génome historique provenant de Maurice à la base du clade et l'importante diversité génétique des individus provenant de Maurice suggèrent donc une arrivée de XCI dans la zone à partir de Maurice. Et cela donc permet déjà d'améliorer les études précédentes puisqu'on peut émettre donc l'hypothèse d'une arrivée de l'épidémie par Maurice avec ensuite une dispersion vers les autres îles. Nous avons ensuite recherché la présence de signal temporel dans l'arbre. Ici, selon un test de régression de la distance entre les feuilles et la racine, selon la date d'échantillonnage. Et donc, on retrouve un signal temporel dans le jeu de données avec le génome historique en bleu, mais également sans. Et donc, on se retrouve dans une situation qui est très intéressante, puisqu'on va pouvoir tester l'influence du génome historique dans de la calibration par type d'éthyme dans les 2 jeux de données. Et donc, suite à la calibration de l'arbre avec ces 2 jeux de données, avec ou sans le génome historique, on peut donc inférer une date de l'émergence qu'on utilise comme une date de la racine qu'on utilise comme proxy pour la date de l'émergence, avec donc une date plus récente sur un intervalle plus précis lorsque l'on utilise le génome historique dans les jeux de données. Et donc, on a une date qui remonte à 1843 pour l'émergence de XCI dans le SOI. L'étude de Richard et collègues en 2020 ont proposé 2 types de scénarios évolutifs pour expliquer l'arrivée de XCI dans la zone. Et notre étude, qui est donc plus précise au niveau donc de la géographie et de la date d'émergence de XCI, nous permet de favoriser l'un des 2 scénarios qu'il proposait, donc, qui est lié à l'apport de matériel contaminé à XCI, donc suite à l'abolition de l'esclavage et donc l'engagisme. Donc ce matériel aurait été apporté par des engagés venus d'Asie pour remplacer la main-d'œuvre esclave. Donc dans cette partie qui fait l'objet d'un article, nous avons montré qu'il y avait une conservation du contenu en gènes avec le génome historique présentant un contenu en gènes similaire à ses homologues modernes. Ensuite,
La reconstruction de l'histoire évolutive de XCI avec et sans génome historique est possible, mais l'apport du génome historique dans le jeu de données nous permet de reconstruire une histoire évolutive qui est plus précise, donc au niveau du point d'entrée par Maurice et de la date en 1843. Et cela qui a pu être donc estimé selon des événements migratoires importants dans la zone. Donc, suite à cette démonstration sur échelle locale avec un seul génome historique, qu'en est-il à une échelle plus profonde spatialement et temporellement, puisqu'on a des échantillons qui remontent jusqu'à 1845 et principalement issus d'Asie. En 2019, Patané et collègues ont reconstruit l'histoire évolutive de XCI sur ses nœuds de diversification et d'origine, suite donc à l'inférence des lieux et des dates par calibration par rate et node dating, deux types de calibration dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui font d'importantes hypothèses de départ par rapport à la calibration par type dating. Et donc, en utilisant nos 13 génomes historiques, nous avons voulu savoir s'il était possible de préciser l'histoire évolutive de XCI à cette échelle globale, à cette échelle donc, qui comprend la diversification de XCI en ces trois patotypes A, A étoile et AW. Nous avons voulu savoir ensuite s'il y avait un apport, et s'il y avait donc cet apport, quel était-il des 13 génomes historiques dans les inférences. Et enfin, nous avons voulu savoir s'il était possible d'identifier des patrons de variation de contenu en gènes associés à la pathogénie. Pour répondre à ces différentes questions, nous avons élaboré un jeu de données de 172 génomes modernes, dont 57 que j'ai générés durant la thèse. Et donc, principalement, nous avons représenté des échantillons du pathotype A, et nous avons donc les 13 génomes historiques produits pendant la thèse. Ensuite, une liste de 146 gènes associés à la pathogénie a été construite pour prospection. La phylogénie, donc enracinée avec 3 autres groupes, trouve 3 clades, qui sont donc chacun correspondant à un pathotype, avec l'ensemble des génomes historiques qui se situent au sein du clade du pathotype A. Non pas à sa base, comme on a vu avec l'émergence du SOI, mais au sein de différentes lignées évolutives. Au sein de cet arbre, il existe une importante diversité génétique des individus provenant d'Asie, ainsi qu'une structuration géographique au sein de l'arbre. Et donc, cette dernière va pouvoir nous permettre de faire de la reconstruction des états ancestraux pour la géographie. Sur l'arbre, nous avons aussi cherché à associer la matrice de contenu en gènes associée à la pathogénie, puisque nous en sommes intéressés, puisque la littérature fait part de variations de ce contenu en gènes selon les différents pathotypes. Comme nous avons des échantillons, des génomes historiques qui sont insérés au sein du clade du pathotype A, nous avons voulu savoir s'il pouvait y avoir donc de la variation de ce contenu lié par exemple à l'âge, et sinon, est-ce qu'il y avait plutôt la variation qui pouvait être associée aux lignées. Et donc, lorsque l'on regarde cette matrice par rapport à notre arbre, vous l'avez ici à droite de l'arbre, il s'avère en fait que le contenu en gènes n'est variable que pour une dizaine de gènes sur l'ensemble des 146 que nous avons recherchés. Nous avons également donc, les génomes historiques qui sont en rouge, qui ne présentent pas de patron finalement particulier par rapport à leurs homologues modernes. Et enfin, il y a de la variabilité, mais qui existe plutôt par lignée évolutive et non pas seulement par les pathotypes. Donc, nous n'avons pas de contenu, pas de patron de contenu en gènes associé à l'âge des échantillons, mais est-ce qu'on a du signal temporel? Puisque ça nous permettrait de faire une calibration par type dating. Lorsque l'on teste par régression linéaire la présence finalement, le signal temporel est absent. Cependant, à l'ajout des 13 génomes historiques, alors on a du signal temporel. Et donc, on peut faire sur l'ensemble de l'arbre, pas seulement au niveau du clade du pathotype A, de la calibration par type dating. Et donc, je vais vous présenter ces résultats de calibration temporelle et de reconstruction des états ancestraux pour la géographie sur cet arbre simplifié par rapport à l'arbre complet que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc, pour vous situer, vous avez en vert ici le clade de l'émergence du SOOI, qui est donc associé à l'abolition de l'esclavage et à l'engagisme dans la zone du SOOI, avec donc de l'apport de matériel contaminé qu'on a pu identifier comme provenant d'Indonésie et des Philippines. Et donc, de la même manière que l'on peut
inférer une date et un lieu pour ce nœud, on peut le faire pour l'ensemble des nœuds qui se trouvent dans le clade de XCI, jusqu'au nœud de sa diversification, qu'on a pu dater donc, pour le début du XIIIe siècle, avec une zone identifiée comme étant du Bangladesh, de l'Inde ou du Népal. Et en fait, cela peut être associé à des événements majeurs dans la zone avec le commerce de la route de la soie donc, qui traversait l'Asie à cette époque. Le taux de substitution qu'on a pu inférer par type dating nous a permis de réaliser un autre type de calibration qu'on appelle par ray dating. Et ce, donc pour le nœud à l'origine de XCI où il n'y a pas de signal temporel. On a donc trouvé une date de l'origine de XCI vieille de 11,5 000 ans pour une origine au Bangladesh, en Inde ou au Népal. Et cela concorderait en fait avec la fin de l'ère glaciaire et le début de l'Holocène qui sont marqués par le réchauffement climatique et une abondance de pluie qui aurait pu permettre l'expansion des plantes hôtes de XCI dans la zone. Cependant, l'estimation de la date d'origine, elle doit être prise avec des pincettes puisqu'elle est le résultat d'une extrapolation. On utilise une méthode qui fait donc l'hypothèse forte que le taux qu'on utilise est représentatif, et ce sur une échelle de temps donc beaucoup plus ancienne, puisque le taux est calculé sur un millier d'années, alors que là, on remonte sur 11 000 ans et plus. Et donc, ce taux n'aurait pas d'évolution marquée sur cet intervalle de temps qui sépare donc, les calibrations. Par contre, ce dont on est sûr, c'est que XCI a émergé sur le citrus entre ces deux points. Et donc, c'est sur un laps de temps qui correspond avec l'apparition de l'agriculture dans la zone, donc vers moins 6 000 pour la Chine, vers moins 2 500 pour l'Inde, et où il y a donc la domestication des citrus qui a lieu, vers moins 2000 au moins pour les premiers textes en Chine. Cette reconstruction donc, de l'histoire évolutive de XCI est pionnière, puisque, comme je l'ai dit, il n'y a que l'étude de Patané et collègues de 2019 qui ont inféré des dates et des lieux pour au moins ces deux points qui nous intéressent. Et finalement, en comparant nos résultats aux leurs, on trouve une date de la diversification qui est bien plus récente, avec un intervalle de temps beaucoup plus restreint. On a également pour la date d'origine un intervalle qui est beaucoup plus restreint, bien que les dates soient plus semblables, et cela pourrait être causé, au moins partiellement, par la méthode de calibration par ray dating qui a été utilisée et qui utilise des taux qui sont finalement sur des mêmes ordres de grandeur. Donc pour finir, pour résumer cette partie, grâce à l'utilisation des génomes historiques, nous avons pu donc améliorer les inférences de datation et ainsi donc la reconstruction de l'histoire évolutive de XCI, et on a pu identifier une implication majeure de l'homme dans la structuration de l'histoire évolutive de XCI. Ensuite, l'étude du contenu en gènes associé à la pathogénie nous a permis de voir qu'il y avait une conservation de ce contenu en gènes au moins sur ces 2 derniers siècles, et cela avec une faible variabilité globale, mais une variabilité interlignée. Ces différents résultats font l'objet d'une publication qui est encore en cours de finalisation. Je vais désormais passer à la discussion des résultats produits durant la thèse et énoncer quelques perspectives. Tout d'abord, le but de cette thèse a été de rechercher les apports de l'ADN ancien dans l'étude de l'émergence et de l'évolution d'agents pathogènes de culture. En prenant comme modèle biologique XCI, nous avons pu démontrer empiriquement les différents apports de l'utilisation de l'ADN ancien en épidémiologie. En premier lieu, parce que le génome historique de XCI de 1845 est une preuve moléculaire d'une trace directe liée à l'occurrence qui prédate au XCI qui a été faite à la fin du 19e siècle au Japon. Ensuite, parce que l'analyse de génomique comparative nous a permis d'identifier un contenu en gènes associé à la pathogénie plutôt conservé au cours du temps et avec finalement une variabilité interlignée. Enfin, parce que l'ajout des génomes historiques en augmentant la fenêtre de temps de l'échantillonnage nous a permis d'apporter un signal temporel détectable dans le jeu de données. Et cela donc, nous a permis de réaliser de l'inférence phylogénétique en type dating, ce qui permet donc une reconstruction de l'histoire évolutive plus précise, et donc cela à échelle locale, mais également globale, que lorsque seules des données modernes sont utilisées. J'aimerais revenir
sur l'analyse de génomique comparative. Cette dernière, en fait, est marquée par un biais de méthode, puisque le génome est reconstruit à partir de lectures qui sont alignées sur une séquence de référence. Et en fait, cela ne permet pas d'observer du réarrangement génomique, c'est-à-dire dans notre cas, le déplacement, la duplication ou encore l'inversion de parties du génome, puisqu'en fait, la séquence de référence va contraindre l'organisation des lectures entre elles. Enfin, cette méthode ne permet pas non plus de trouver des régions qui seraient propres au génome historique. Cependant, il est possible de dépasser ces différentes limitations, et cela donc en augmentant le nombre et la diversité génétique des séquences de référence, mais également en s'affranchissant complètement des séquences de référence, en faisant un autre type de reconstruction des génomes, cela donc par assemblage de novo, qui consiste à assembler les séquences chevauchantes entre elles par similarité de leurs séquences. Pour le chapitre d'histoire globale, nous avons reconstruit des états ancestraux de la localité, donc en phylogéographie, par une méthode qu'on appelle Discrete Threat Analysis, ou DTA. Cependant, cette méthode est sensible à l'échantillonnage et à la représentation en fait, des lignées entre elles, qui, si elle est déséquilibrée, peut amener à la reconstruction erronée des états ancestraux. Une autre méthode de phylogéographie, appelée Bayesian Structured Coalescence Analysis, dite BASTA, permet de prendre en compte en fait, le biais de l'échantillonnage et nous permettre une reconstruction des états ancestraux plus fiable que la méthode DTA. En appliquant donc cette méthode BASTA à notre jeu de données et en comparant les résultats obtenus précédemment avec les résultats obtenus en BASTA, nous pourrions tester et éventuellement améliorer en fait, la fiabilité de nos résultats sur la reconstruction des états donc, ancestraux de la localité de XCI. L'ensemble des résultats épidémiologiques que je vous ai présentés aujourd'hui ne concerne finalement qu'une portion des données produites et il en reste en fait beaucoup encore à analyser. Nous pourrions par exemple nous intéresser à la part plante de nos échantillons et en ce sens, une collaboration a été débutée pour faire de l'identification spécifique ou variétale des citrus et cela via des marqueurs moléculaires diagnostiques qui nous permettraient donc de déterminer, de redéterminer des spécimens de citrus. Ensuite, nous pourrions également nous intéresser aux gènes ciblés par les TAL et tester s'il y a une évolution donc, du gène TAL et du gène de la plante au cours du temps. Au cours de cette thèse, bien qu'une quarantaine d'échantillons aient été manipulés, il nous en reste en fait encore beaucoup, plus de 250 échantillons donc, de rutacées de la famille des citrus qui sont symptomatiques et qui pourraient encore améliorer notre compréhension de XCI. En ciblant dans notre collection des échantillons qui pourraient correspondre aux pathotypes A étoile et AW, nous pourrions donc améliorer la représentation de ces pathotypes et tester si un meilleur équilibre entre les trois pathotypes influence les inférences temporelles, mais également spatiales. Ensuite, nous pourrions également réitérer l'analyse de génomique comparative et tester s'il y a une évolution du contenu en gène pour ces différents pathotypes. Enfin, en recherchant des échantillons de Fabacées ou de Rutacées non cistrus qui présentent des symptômes spécifiques à XCI, on pourrait tester l'hypothèse de Patané et collègues de 2019 d'un hôte d'origine de XCI au sein de la famille des Fabacées, à partir desquels XCI aurait réalisé un saut d'hôte vers les Rutacées. Pour conclure sur les apports concrets de cette thèse par rapport à XCI et à sa lutte, en inférant un taux de substitution et une conservation du contenu en gènes associés à la pathogénie au cours du temps, nous avons précisé le profil évolutif de XCI. Et ainsi, cela pourra améliorer la gestion de la maladie. Ensuite, en identifiant l'importance du rôle de l'homme dans la dispersion longue distance de XCI, nous avons pu donc déterminer des points de risque de la maladie sur lesquels il faut se focaliser pour la contrôler, comme par exemple en effectuant des contrôles des marchandises aux frontières. Dans un contexte plus global maintenant, sur la paléogénétique, qui est encore une science toute récente et en plein essor, qui connaît aujourd'hui une phase d'optimisation, que ce soit au laboratoire ou en bioinformatique, pour améliorer encore l'obtention, la robustesse et la répétabilité des différents résultats qui sont pour la plupart obtenus depuis spécimens uniques. Donc, les collections naturalistes qui sont mises à contribution
par la paléogénétique pour obtenir des échantillons historiques sont ainsi valorisés et les ressources riches que représentent les herbiers sont dévoilées à la communauté scientifique. Les résultats de thèse ont fait l'objet de publications, deux dont je vous ai parlé précédemment, mais j'ai également pu participer à d'autres articles. Donc, notamment un article, un chapitre d'ouvrage de vulgarisation de l'utilisation des collections naturalistes qui a été dirigé par Rosalie Pellens. J'ai aussi pu participer à un article présentant un protocole diagnostic par QPCR de XCI qui est valable sur génome moderne mais également historique. Et enfin, la dernière publication qui consiste en des travaux de collaboration au sein de l'équipe sur un autre modèle biologique, donc sur un modèle d'un virus pathogène du manioc. Donc, je souhaiterais finir en remerciant mon équipe, sans qui je n'aurais pas pu réaliser cette thèse, en tout cas pas dans les conditions dans lesquelles elle a été réalisée. Je remercie également les chercheurs et ingénieurs qui ont pu contribuer à l'obtention et aux travaux de cette thèse. Je remercie les différents membres de mes comités de thèse, ainsi que les membres de mon jury qui ont accepté d'évaluer mon travail. Et je remercie donc les amis et la famille qui sont aujourd'hui présents.